Voilà, chers amis, chers membres du Club de Com, je vous souhaite un cordial bienvenue ici chez Provins pour ce dernier événement du club de l'année déjà. Je suis très content de voir une assemblée aussi nombreuse, je crois 75 inscrits, c'est magnifique. Surtout qu'on avait une petite concurrence du côté de Comté ce soir. Donc très content, je vois que le sujet qui va être abordé intéresse, intrigue. N'hésitez pas, vous verrez que ce soir, on aura une large présentation, les spécialistes, et surtout, on a aussi une exclusivité, je pense, de pouvoir aborder le sujet communication. Et puis, bien sûr, que par la suite, on terminera avec notre traditionnelle partie de réseautage, cocktail et apéritif. Donc voilà. Très content de vous voir. Je vous souhaite une cordiale soirée. On aura l'occasion de bien sûr discuter par la suite. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Marc-André Berclin. Juste une précision, que vous sachiez, vous êtes en direct sur le web, puisqu'on filme l'événement avec Monsieur Sidler, qui est là derrière, qui se cache un petit peu. Donc voilà, l'événement est diffusé sur notre site ce soir. Il sera enregistré. Et puis, voilà, que vous sachiez, c'est pour ça qu'on utilise aussi un micro. Voilà, bonne soirée, bonne présentation, à tout à l'heure. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs. Ça va être difficile avec un micro, une télécommande, mais on va y arriver. Merci d'abord de nous donner l'opportunité de présenter aux membres de votre club ce projet passionnant qui est l'implantation de l'EPFL à Sion et dans le canton du Valais. J'aime bien commencer les présentations en montrant ces deux images qui symbolisent bien l'idée qui se cache derrière ce projet. D'un côté, une ville technologique qui se trouve au bord du lac Léman et de l'autre côté, le vieux pays avec un symbole de l'histoire du Valais, notamment la demeure des princes-évêques qui se trouve tout à droite sur la photo. C'est le passage du Valais en direction du XXIe siècle avec finalement un projet qui est extrêmement novateur et qui devrait apporter beaucoup au Valais. C'est aussi une slide qui montre d'entrée de cause les partenaires à ce projet, à savoir la HESSO Valais-Wallis, la Fondation ZIARC et l'EPFL, qui constituent ensemble la colonne vertébrale du projet, avec bien entendu l'appui du canton du Valais, de l'État, on va le voir très rapidement. Simplement, en deux mots, et sans aller dans les détails, vous rappelez que l'EPFL, c'est une école qui aujourd'hui a dépassé pour la première fois 10 000 étudiants, qui enseignent au niveau bachelor, master et doctorat, avec une orientation très forte sur l'école doctorale, puisqu'il y a plus de 2000 doctorants à l'EPFL à Lausanne. L'EPFL, c'est une école qui a 3 missions, et ces 3 missions sont très proches de celles de la HESSO, et particulièrement HESSO Valais, puisqu'elle a une mission de formation, elle forme des ingénieurs et des architectes, elle a une mission de recherche fondamentale ou recherche de pointe, et elle a une mission de transfert de connaissances, et jusqu'à, y compris, la création d'emplois à haute valeur ajoutée. Une seule image symbolise l'évolution qui nous intéresse particulièrement en Valais de l'EPFL, c'est l'image du quartier de l'innovation. Il s'agit d'un quartier qui, il y a 5 ans, n'existait pas et qui, aujourd'hui, réunit plus de 1700 emplois. 1700 emplois créés autour de l'EPFL à Lausanne en quelques années. On peut espérer qu'une petite partie de ce quartier de l'innovation rejoindra la région de Sion, bien sûr, mais tout le Valais, c'est un projet qui intéresse tout le Valais. Et nous espérons attirer également des entreprises chez nous par la présence conjointe de l'EPFL et notamment de la HESSO. Un mot aussi pour vous dire que l'EPFL ne vient pas seulement en Valais, c'est une stratégie de développement sur l'ensemble du territoire de la Suisse occidentale, avec une antenne qui se trouve à Neuchâtel dans le domaine des microtechniques. C'est une antenne qui existe depuis plusieurs années déjà. Une antenne qui est en cours de création à Genève dans le domaine des biotechnologies avec M. Bertarelli et la Fondation Wyss. Une antenne qui se prépare également à Fribourg dans le projet Blue Factory, qui est le projet de rénovation ou de récupération des terrains de la brasserie Cardinal pour relancer également l'économie dans la région de Fribourg. Et puis, le projet valaisan dont je vais vous parler beaucoup plus complètement aujourd'hui. Donc il y a une stratégie de rapprochement de l'EPFL du milieu économique
ou socio-économique de la Suisse. Encore une image qui est très importante pour nous, c'est à quel niveau ce projet est porté et par qui ce projet est porté. La qualité de ce projet, c'est qu'il a été signé par le Conseil d'État du canton du Valais incorporé. Ce n'est pas le projet d'une personne ou d'un conseiller d'État, c'est le projet de l'ensemble du gouvernement valaisan et c'est le projet de la direction de l'EPFL, puisque vous voyez sur la photo le président et le vice-président Provost de l'EPFL. Alors, une petite remarque, la date de signature, c'était, et là je parle sous le contrôle de Chiara Maestri qui est là et qui est comment expliquer ça Je trouve pas le mot. Disons qu'on fait pas mal de séances ensemble sur ce projet. Et ce projet a été, donc la convention a été signée le 19 décembre 2012. C'est juste hier. C'est pas il y a 5 ou 6 ans. Partez simplement 19 décembre 2012, signature de la convention. Puis je vais vous montrer où on en est déjà aujourd'hui pour vous donner une idée de la rapidité, du rythme du projet. Alors, pourquoi l'EPFL vient-elle en Valais? Ça, c'est une question que vous allez poser normalement à la fin, donc j'y réponds immédiatement. Alors, il y a une première raison. Vous voyez cette carte, c'est la carte des heures d'ensoleillement en Suisse. Alors, pourquoi l'EPFL vient en Valais? Parce qu'il y a beaucoup de soleil en Valais. Alors, mais évidemment, c'est tout à fait agréable pour nous, mais c'est surtout extrêmement important lorsqu'on veut travailler dans le domaine de l'énergie et faire des essais de laboratoire, notamment en grandeur réelle, dans une région qui, justement, dispose d'un très fort potentiel de production d'énergie douce, tant le soleil que d'ailleurs le vent dans certaines régions du Valais. Donc ça, c'est une raison objective de l'arrivée de l'énergie en Valais. La deuxième raison également, c'est la présence en Valais de la production de plus de 35% de l'énergie hydroélectrique qui est produite dans notre pays, donc notamment les grands barrages. Et c'est assez intelligent de placer des bancs d'essai de turbines notamment dans une région où il y a beaucoup de barrages. Ça permet de faire des campagnes de terrain beaucoup plus rapides, beaucoup plus courtes et plus intéressantes. La troisième raison, certainement une des plus importantes aussi, c'est que l'EPFL n'arrive pas dans une terre inconnue, n'arrive pas dans un endroit où rien ne se passe. L'EPFL travaille depuis de nombreuses années avec plusieurs acteurs importants de la recherche et de l'enseignement en Valais, l'IDIAP et le CREM à Martigny par exemple, l'Institut de recherche ophtalmologique à Sion, la clinique romande de réadaptation, l'hôpital aussi, l'hôpital du Valais, la fondation ZIARC bien sûr, et l'HESSO Valais qui est le partenaire principal du projet. Donc il y a une connaissance du terrain, les gens ont déjà commencé à travailler ensemble et il est beaucoup plus facile de réussir un projet entre gens qui se connaissent qu'entre gens qui ne se connaissent pas du tout, c'est évident. Voilà quelques raisons. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet? Qu'est-ce qui est novateur dans ce projet? L'idée, c'est de construire une chaîne de valeur ajoutée depuis la recherche fondamentale, presque la découverte, jusqu'à la création d'entreprises, en utilisant les compétences de chacun des acteurs dans cette chaîne. C'est une chaîne qui est exprimée ici de manière linéaire, mais dans la réalité, c'est un système qui tourne. Donc la recherche fondamentale, qui est plus l'apanage de l'EPFL, la recherche appliquée et le développement pour la HESSO Valais, et ensuite la fondation ZIARC qui entre en jeu avec les différents parcs technologiques qui existent déjà aujourd'hui en Valais pour la valorisation économique, en collaboration également avec Business Valais. Donc on a la possibilité de partir de l'innovation radicale jusqu'à l'application économique de cette innovation. Ce qui est surtout original, c'est qu'on n'est plus en train de travailler sur un projet par année, ponctuellement, au gré du hasard, mais c'est un véritable programme qui est mis en place de manière à ce que cette roue qui est exprimée ici tourne toute l'année entre la HESSO Valais et l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Où va-t-on implanter les activités de l'EPFL, particulièrement dans la ville de Sion, avec 3 pôles qui seront construits. Un pôle dans la région de l'hôpital et de la clinique Souvaker où se trouveront les activités liées à la santé et qui ensuite recevra également la Haute École de Santé de la HESSO Valais. Un pôle dans la région de Chandoline dédié à la grande hydraulique et un pôle juste ici derrière, le chantier est dans mon dos, où nous allons implanter toutes les activités de chimie orientées vers l'énergie. Je vais vous expliquer un petit peu ça dans quelques minutes. Au centre de ces 3 pôles, il y a également des projets de nature culturelle qui sont portés par la ville de Sion, par exemple, et nous allons également trouver des solutions de logement pour les étudiants et les professeurs qui vont arriver de manière ponctuelle sur le site de Sion. Le budget.
de ce projet. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux à la taille du Valais. Donc c'est un projet qui porte sur 382 millions de francs d'investissement entre aujourd'hui, entre 2014 on va dire, et 2020. Ce qui est intéressant, c'est que ces 382 millions de francs ne sont pas payés uniquement par le canton du Valais, mais également par la commune de Sion, également par la Confédération. Ces montants ne sont pas dédiés exclusivement à l'EPFL, bien au contraire, puisque vous voyez que la partie de l'EPFL, c'est 124 millions de ces 382 millions de francs. Il y a ensuite 212 millions pour la HESSO Valais et 46 millions dans le domaine de la promotion et du développement économique. C'est un projet qui est extrêmement intéressant parce qu'il a tiré d'autres partenaires dans son sillage. Le fait de mettre l'EPFL à Sion, ça a amené l'État à dire tiens, il faudra peut-être qu'on fasse des nouveaux locaux pour la Haute École d'ingénierie et pourquoi pas pour la Haute École de santé qui déborde dans un très ancien bâtiment au nord de la ville de Sion. Donc il y a une opportunité pour l'ensemble des acteurs de gagner dans la réalisation de ce projet et ce n'est pas toujours le cas et c'est peut-être pas l'image qu'on a encore complètement donnée de ce projet. En termes de charge de fonctionnement, c'est un projet qui est planifié par tranche de 7 années successives. La convention porte sur 40 ans. Vous voyez qu'on est parti pour un bon moment avec ce projet. Mais les 7 premières années, il y aura un financement global de 18,3 millions de francs. Et il faut simplement comprendre que l'EPFL en prend plus de la moitié à sa propre charge. C'est-à-dire que 51% du financement des chaires, du personnel qui va venir à Sion est payé par l'EPFL. Donc sur 7 ans, ça fait 63 millions de francs qui seront investis en Valais depuis l'EPFL. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement intéressant pour notre canton. Donc ces budgets de 18,3 millions de francs plus les frais de location permettent d'implanter ici à Sion entre 250 et 300 personnes. Donc c'est un gros projet. Ce n'est pas quelques personnes. Lorsqu'on parle de chaire, on a l'impression qu'il y a 5-6 personnes qui vont venir, puis on va dépenser 100 millions pour 5-6 personnes. Non, c'est près de 300 personnes qui viennent ici à Sion. Et une chaire, c'est quoi? Une chaire, c'est des professeurs, des chercheurs, c'est des doctorants, c'est du personnel technique et administratif. En règle générale, c'est environ 20 personnes pour chacune des chaires. Qu'est-ce qu'il y a également comme personnes qui viendront ou comme occupation pour les PFL? Eh bien d'abord, on doit rappeler qu'il n'y aura pas de filière de formation de base de l'EPFL à Sion. On entend parfois des parents qui disent « Ah, c'est sympa, l'année prochaine, mon fils il pourra faire l'EPFL à Sion. » Non, il fera l'EPFL à Lausanne. Parce que le but de ce projet, c'est de renforcer la Haute École d'ingénierie et pas de l'affaiblir en mettant un concurrent à côté. Donc ce qu'on fera au niveau de l'EPFL, c'est des cycles doctoraux, puisque les chercheurs sont la plupart du temps des doctorants, et puis également des travaux de master, des travaux de laboratoire, puisque certaines parties d'équipements techniques seront déplacées sur Sion. Et puis, bien sûr, on l'espère, des startups, des laboratoires d'entreprise et des entreprises qui devraient suivre le mouvement avec l'arrivée de l'EPFL. Premier pôle, je les présente dans l'ordre d'arrivée. Le premier pôle, c'est le pôle santé, qui devrait réunir à terme environ 30 personnes de l'EPFL. Et les premiers, c'est implanté donc dans les locaux de la clinique de réadaptation à côté de l'hôpital de Souvaker. Les premières personnes ont commencé le 10 novembre. Depuis le 10 novembre, il y a les 5 premières personnes qui travaillent à Sion. Et vous voyez à l'écran simplement le type de formation qu'ont ces gens. Donc c'est des personnes qui préparent l'arrivée de la chaire qui viendra en 2015, qui prépare la collaboration avec les chercheurs de Souvaker et qui débute des essais cliniques avec ces chercheurs. Donc c'est très intéressant et c'est fait, ils sont là, donc c'est pas quelque chose dont on parle pour dans 3, 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qui va être fait dans le domaine des neuroprothèses avec la clinique? Eh bien, vous voyez quelques images ici, par exemple, un exosquelette, c'est un robot qui permet de marcher pour des gens qui ont la colonne vertébrale tranchée, ça permet de faire un substitut de marche, ou alors des chaises roulantes qui sont commandées par le cerveau, donc des connexions directes sur le cerveau et le système nerveux, ainsi que des membres amputés qui sont remplacés par des membres artificiels, eux aussi commandés par le cerveau. Donc on est toujours dans une relation entre le système nerveux et je dirais, des outils, des appareils ou des aides à la mobilité externe. Et donc, il y a énormément d'informatique, de robotique, mais également de neurologie et autres. Et puis, un élément qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a des travaux importants qui seront réalisés
dans le cadre de la réparation du cerveau après un accident vasculaire cérébral. Vous savez que pas mal de gens aujourd'hui ont des AVC, c'est quelque chose qui se développe malheureusement beaucoup. Et le gros problème, quand on est sauvé et puis pas mort après l'AVC, c'est une chose qui est déjà gagnée, mais en fait, il faut savoir ensuite remarcher, il faut savoir reparler. Donc, il y a un travail énorme sur la plasticité du cerveau pour remettre en route les personnes victimes d'AVC. Ça, ce sont également des travaux qui seront réalisés à Sion. Et puis, nous prenons dans le giron du projet l'Institut de recherche en ophtalmologie qui travaille sur les maladies des yeux dans le domaine des biotechnologies, qui sera aussi membre donc, de ce projet. Deuxième élément, derrière ici la gare, le pôle Énergie-Police pour sa partie chimie, chimie verte, chimie pour l'énergie. 150 à 250 personnes, on est en train de construire 6500 mètres carrés de laboratoire dans l'ancien bâtiment Valrhone ici derrière. Pour le moment, tout se passe à l'intérieur, on ne voit pas grand-chose depuis l'extérieur. Et là, vous avez également ici au mur quelques-uns des professeurs qui vont se déplacer à Sion, avec particulièrement le professeur Beren Smith qui est aujourd'hui à Berkeley et qui quitte Berkeley pour venir diriger l'Energy Center de l'EPFL et qui aura ses bureaux ici à Sion. Donc c'est vraiment des gens de pointe qui viennent ici. C'est des gros calibres. C'est des gros calibres. C'est une chance extraordinaire pour le Valais d'avoir ces possibilités-là. Le campus, vous avez certainement déjà vu ces images. Donc ça, c'est essentiellement les bâtiments de François Cépé. Nous, on a juste le petit bout là-bas pour les PFL. Tout le reste, c'est pour eux. Mais enfin, c'est le bâtiment, c'est le bâtiment, le campus commun, avec donc les 6500 mètres carrés de laboratoires qui sont construits ici derrière moi, et puis un laboratoire souterrain qui est mis en place entre la partie de la Haute École d'Ingénierie et les PFL pour implanter des appareils qui n'aiment pas beaucoup les vibrations du train. Alors c'est très bien d'être à côté d'une gare, c'est bon pour la mobilité, c'est pas toujours bon pour les appareils, donc ça amène quand même quelques contraintes. Alors, l'élément extrêmement intéressant de ce projet sur le plan architectural, de ce campus commun, c'est que vous avez sur la gauche ici le bâtiment de l'EPFL, sur la droite le bâtiment de la Haute École d'Ingénierie et un demi-étage qui réunit ces deux bâtiments de manière à ce que les gens puissent circuler d'un bâtiment à l'autre et travailler ensemble au jour le jour et pas d'être dans des systèmes fermés où chacun travaille dans son coin sans collaborer. Donc on veut vraiment mettre en place une interface et des possibilités de collaboration. Ces possibilités de collaboration s'expriment également par la mise à disposition d'appareils, d'instrumentation de pointe très coûteuses à l'investissement. J'ai mis ici par exemple un appareil à résonance magnétique nucléaire ou un microscope, puis ici une table laser. C'est des appareils qui vont être implémentés dans les sous-sols du bâtiment ici et qui seront mis à disposition des professeurs et de certains chercheurs de la Haute École d'Ingénierie, ce qui évitera des investissements d'un côté et qui permettra à l'EPFL de bénéficier de ressources pour l'entretien de ces appareils. Donc là aussi, on essaye de trouver des moyens de collaborer au maximum. Pardon. La recherche qui est réalisée dans le domaine de l'énergie couvre la totalité du système énergétique depuis la production, le stockage de l'énergie, le transport de l'énergie et la consommation par les utilisateurs de l'énergie. Dans le domaine de la production, vous avez la partie hydroélectrique, bien sûr, avec les turbines, également les parties touchant le solaire, le vent, et puis un élément, ce n'est pas une centrale nucléaire puisqu'elles vont disparaître, mais c'est ce qui va les remplacer vraisemblablement, et malheureusement, sont des centrales à gaz qui vont produire énormément de CO2 et qu'il faudra ensuite travailler, je reviendrai rapidement là-dessus. Le stockage, c'est la question des batteries qui permettent de stocker l'énergie alternative. Vous avez ici ce qu'on appelle les grids, les microgrids, c'est tous les systèmes qui permettent de relier producteurs et consommateurs, mais dans un environnement nouveau, et puis l'utilisation de l'énergie. À titre d'exemple, il n'est pas impossible que la centrale de Chavalon, qui se trouve au-dessus de, j'ai dit une fois Vouvry, mais je me suis fait rattraper par les gens qui habitent juste en dessous, alors je dois faire attention, mais quelque part là-bas au bord du lac, elle risque bien d'être remise en œuvre. Donc on l'alimente au gaz naturel, on fait de l'énergie, on produit énormément de CO2. Le défi, c'est de récupérer le CO2, d'en faire un produit industriel pour la chimie, par exemple Lonza à Liège, et de séquestrer une partie de ce gaz également dans les couches profondes. Alors là, c'est un premier champ de recherche. Un deuxième champ de recherche qui est très intéressant aussi, particulièrement chez nous, c'est l'évolution des véhicules, avec soit des véhicules électriques ou des véhicules à pile à combustible, avec toujours le défi de la batterie qui va
tenir l'énergie pendant que nous utilisons le véhicule et des systèmes qui permettent de remplir ces véhicules. Le troisième pôle, c'est la grande hydraulique. Donc, deux laboratoires de l'EPFL vont partir de Lausanne, le laboratoire de construction hydraulique et le laboratoire des machines hydrauliques. Et nous créons ici une nouvelle chaire qui n'existe pas encore, qui est une chaire en éco-hydraulique qui sera spécifique au Valais. Ces bâtiments, les constructions nécessaires à cette activité seront dans la zone de Chandoline. Le terrain n'est pas encore choisi définitivement, mais c'est d'un côté ou de l'autre de la route pour simplifier. Notre idée est d'être près d'une centrale électrique existante. Il y a une logique également historique peut-être dans ce choix. Qu'est-ce qu'on fait dans les machines hydrauliques? Eh bien, on fait des plateformes de test. Ça, c'est un banc test qui fait à peu près 15 mètres de long. Nous allons mettre en place 5 bancs tests de ce type-là qui permettent de tester des maquettes de turbine. Une maquette de turbine, c'est pas un petit machin qu'on fait à la maison, c'est 3,5 tonnes, hein, c'est déjà des très très grosses structures. Et on travaille sur le comportement des turbines. Et la halle qui permet de faire ça, ce sera 80 par 40 mètres, par 15 mètres de haut, donc c'est des choses assez importantes. Également, dans le domaine des constructions hydrauliques, l'étude des rivières, et notamment toute la problématique liée à la vidange des barrages. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vidange des barrages sur la rivière en aval dans les vallées? Dieu sait si c'est important pour nous dans notre canton. Alors, c'est des études qu'on peut faire par ordinateur, mais le moyen le plus sûr ensuite, c'est de construire une maquette de la rivière. Alors, les maquettes, là aussi, vous avez peut-être une idée, ça c'est un barrage qui se trouve quelque part en Iran, mais la maquette elle peut faire jusqu'à 70 mètres de long par 15 mètres de large, donc ça vous donne une idée des équipements qui sont mis en œuvre pour tester les rivières et des potentialités qu'on amène ici en vallée avec ce genre d'appareillage. Alors évidemment, autour de l'hydraulique, autour des turbines et des rivières, se posent toutes les questions du pompage-turbinage, et puis un petit peu plus loin, les questions de Rhône 3, les questions de l'évolution des ressources en eau dans un pays dont les glaciers ont tendance à fondre, etc., etc. Donc vous pouvez imaginer là aussi pas mal de champs d'activité. Enfin, dans ce projet, à partir du moment où vous faites de la recherche en laboratoire, vous devrez trouver le moyen de mettre en œuvre ce que vous avez produit dans des conditions réelles. Donc on met en place des démonstrateurs. Ici, il s'agit de démonstrateurs de bâtiments. Ce que vous voyez là, ce sont des murs d'algues. Donc on fait les murs du bâtiment avec du liquide d'algues, et ces algues, par photosynthèse, produisent de l'énergie qu'on récupère pour les besoins énergétiques du bâtiment. Donc ça, c'est une piste. Une autre piste, c'est l'utilisation de concentrateurs solaires. On a tendance toujours à les tester au Maroc, mais ici, on a des conditions de température, surtout ces temps-ci, entre la nuit et la journée, qui permettent de vraiment bien tester les matériaux et de tester le fonctionnement de ces appareils. Ça, on va les mettre certainement sur le toit ici à côté, donc il y aura plusieurs de ces concentrateurs qui permettent de tester l'énergie, je voulais dire, qui permettent de tester l'atterrissage des avions, mais ce n'était pas une bonne idée. Bon. Dans les démonstrateurs également, on va utiliser les bâtiments eux-mêmes comme possibilité de tester différentes technologies. Ça, c'est des travaux qui ont été réalisés essentiellement par la Haute École d'Ingénierie, et on utilisera nos propres bâtiments pour tester les résultats des laboratoires, tant pour la chaleur que pour la force. Enfin, le démonstrateur systémique, ça c'est peut-être la chose la plus ambitieuse du projet, la plus difficile à faire. L'idée, c'est de considérer le Valais entier comme un laboratoire. On part de l'idée que le Valais est fermé d'un côté, fermé de l'autre, fermé du troisième côté, les montagnes bloquent tout ça bien, il n'y a qu'une ouverture. On crée des modèles qui reprennent tous les gros consommateurs et tous les petits consommateurs. J'avais pas du tout d'arrière-pensée, hein. Je vois un sourire là, attention. Hein. On modélise le fonctionnement du système énergétique, et ensuite on appelle des grandes entreprises à mettre en place des installations de production, de stockage, des installations de récupération d'énergie qu'on installe dans le système réel énergétique du canton du Valais, et l'entreprise peut tester sur plusieurs années le fonctionnement de ces appareils. Ça, c'est très intéressant pour les grands groupes qui cherchent des démonstrateurs de ce type-là. Ces démonstrateurs, on peut aussi les décliner depuis l'énergie au transport. Alors j'arrive au bout de ma partie, je crois que je suis encore dans les temps, bien. Ouais. On les applique au transport. Alors, dans l'idée du transport,
Vous avez vu des petites voitures, ça c'est quelque chose encore en devenir, mais ce qui va évoluer rapidement sont les bus de transport public. Et notamment, une des possibilités, c'est de mettre des piles à combustible, donc des piles à hydrogène, dans les cars postaux. Donc il y a un car de ce type-là qui circule à plat dans la région de Bâle, alors ça marche très très bien. Donc l'idée c'est de se dire comment on va faire avec ce bus pour monter à Evolène ou à Zinal par exemple, et ça va encore bien marcher. De nouveau là, le Valais, c'est très pratique pour utiliser, pour tester et vérifier le passage en grandeur réelle de systèmes dans tous les domaines qui touchent à l'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire sur le projet. On peut encore en parler pendant beaucoup, mais je vais laisser un peu de place à mon collègue François Cépé. Merci de votre attention. Voilà, merci Marc-André, bonsoir à tous. Je vais vous parler de la partie HES. Il y aura quelques redites, mais pour l'essentiel, c'est un autre aspect. Marc-André s'est concentré essentiellement sur la partie du contenu. Vous rappelez que la HESSO Valais-Valis, c'est son nom officiel, a 4 missions fondamentales. C'est des missions qui lui sont données par la loi. La première, c'est la mission qui est au centre, c'est d'offrir une formation de base qui est sanctionné par des titres de bachelor ou titres de master. Donc c'est des titres de type universitaire. Ça veut dire que la valeur du titre est la même que celle d'un titre universitaire ou d'un titre EPF. Ça ne veut pas dire que le contenu est le même, mais quand vous êtes sur le marché du travail, vous avez la même valeur. Adossé à cette formation de base, on a de la formation continue, on a des prestations de services, de la recherche appliquée et du développement. Et ça, pour nous, c'est un aspect essentiel parce que nous avons vraiment cette mission d'être en lien étroit avec le tissu économique. Quand on dit recherche appliquée, pour nous, ça veut dire qu'on travaille exclusivement avec des partenaires. Alors les partenaires, ça peut être des entreprises, des industries, ça peut être des institutions socio-sanitaires, ça peut être des collectivités publiques, mais nous ne faisons pas de la recherche pour notre propre compte. Et puis le dernier élément que nous impose la loi, c'est de développer des relations nationales et internationales. Et vous voyez la liste de ces relations ici, et ici en haut, des relations avec les EPF. Par conséquent, le projet qu'on a ici s'inscrit pour nous très clairement dans une des missions qui nous a attribuées par le législateur. La HESSO Valais, c'est 4 hautes écoles. La haute école de gestion et de tourisme qui regroupe des formations en informatique de gestion, en économie d'entreprise et en tourisme, qui sont situés sur le site de Bellevue à Sierre, donc le bâtiment rouge qui est à côté de la gare, et qui s'appuie sur des instituts, entrepreneurship et management, informatique de gestion et tourisme, qui sont aussi situés à Sierre, mais dans le cadre du Technopôle. C'est une haute école d'ingénierie qui est située ici à Sion, avec 3 filières de formation, les systèmes industriels, la filière énergie et technique environnementale, qui est une nouvelle filière, qui a ouvert au mois de septembre de cette année, qui accueille donc sa première volée d'étudiants avec des orientations spécialisées en énergie renouvelable et en smart grid. On a entendu avant Marc-André évoquer justement la notion de ces réseaux, de ces grids. Donc la formation qu'on commence à donner déjà va nous permettre aussi derrière d'avoir des gens qui vont pouvoir travailler sur ce type de dossier. Et puis la dernière filière qui est ici à la Haute École d'Ingénierie, c'est les technologies du vivant. Tout ceci est situé à l'heure actuelle au nord de la ville, ancienne école normale, bâtiment Reichenbach, dont le bâtiment qui est à droite quand vous montez sur Grémisois. Ici, 2 instituts, système industriel et technologie du vivant, qui sont situés également sur le nord de la ville. Et puis enfin, les 2 autres hautes écoles qui, pour l'instant, organisationnellement, sont encore regroupées, mais qui vont être séparées dans le courant de 2014, début 2015. La Haute École de Santé, la Haute École de Travail Social, la Haute École de Santé qui forme les futurs infirmiers et infirmières, que ce soit en français à Sion, à l'école d'infirmières, ou en allemand à Viège, à côté de l'hôpital. Les physiothérapeutes qui, eux, sont à Loèche-les-Bains. Et puis la filière de travail social qui est à Sierre, également dans le bâtiment de Bellevue. Et ici, l'organisation, c'est un seul institut pour la recherche appliquée, le développement et les prestations de services qui regroupe santé et social. Côté de ça, on a des mandats spécifiques qui nous sont donnés par le canton pour la formation de maîtres socio-professionnels, d'éducateurs de l'enfance, des modules complémentaires et des maturités spécialisées en santé pour permettre aux gens qui font par exemple les écoles de culture générale ensuite de faire de la formation en soins infirmiers ou en travail social. Au total,
2300 étudiants, 550 collaborateurs. Donc évidemment, on n'a pas la taille de l'EPFL, mais on est quand même, au niveau valaisan, l'un des principaux établissements de formation. Les activités des instituts, puisqu'on les a évoquées, vous avez ici 4 exemples. Le premier, c'est une prise intelligente EcoWiz qui a été développée par les ingénieurs. Vous la branchez d'un côté sur votre machine à café, de l'autre sur un ordinateur, et puis vous arrivez à voir l'évolution de votre consommation quand votre machine est allumée, quand elle est en stand-by ou quand elle est totalement éteinte. Elle consomme quand même, le seul moyen pour qu'elle arrête de consommer, c'est de sortir la prise. Puis après, vous pouvez réguler votre consommation avec ce genre d'éléments. Deuxième exemple, Secufor, c'est un système, petite plaque que vous connectez avec votre smartphone. Vous mettez ça, mesdames, dans votre sac à main, messieurs, dans votre valise quand vous partez en voyage. Vous programmez et puis ça se met à sonner quand l'objet est à plus de 5 ou 10 mètres de vous selon la programmation que vous avez faite. Ce qui fait que vous êtes averti tout de suite si on est en train de vous voler vos affaires dans un aéroport, par exemple. C'est le premier système du type qui a été reconnu par Apple et qui est compatible iPhone, iPad et tous ces outils-là. Il a été développé par les ingénieurs ici à Sion et par l'informatique de gestion à Sierre. L'Observatoire valaisan du tourisme. Certains d'entre vous dans la salle savent qu'il y a 4 ans, la loi sur le tourisme a été refusée par le peuple. Il y avait quand même dans cette loi la volonté de développer un observatoire du tourisme. C'est une chose qui a été sauvée et qui a continué. C'est l'Institut du tourisme qui a le mandat de la part du canton de faire ce travail. Et puis peut-être le produit grande consommation le plus connu, j'ose l'évoquer même si on est chez Provins, c'est le BioAlpti, qui est un pur produit qui sort de la filière de l'Institut des technologies du vivant ici à Sion. Donc vous voyez des exemples très concrets de produits de consommation courante qui sortent des instituts et puis qui ensuite sont arrivés sur le marché, mais on aura l'occasion d'y revenir. La vision de la HESSO Valais, elle est déclinée ici en 6 points. Nous voulons être attractifs pour nos clients. Alors évidemment, quand on parle de clients au niveau de l'école, de temps en temps, ça fait faire des sauts, en particulier dans certains milieux. Mais il faut reconnaître que nous sommes un établissement de formation tertiaire, donc les gens qui viennent chez nous n'ont aucune obligation de le faire, ils le font librement. On n'est pas dans la scolarité obligatoire. Et puis, les formations que nous donnons, elles peuvent être faites dans d'autres HES. Les ingénieurs peuvent aller à l'EPFL, à l'EPFZ. Il y a des organismes privés qui donnent aussi des formations de type tertiaire, comme l'école Club Migros. Donc, on est sur un marché libre. Donc pour nous, les étudiants sont effectivement des clients. Et puis le marché de la recherche, parce que c'est un marché libre aussi. Et nous devons nous battre pour aller chercher des mandats et puis pour pouvoir développer des choses de ce côté-là. Nous voulons aussi une formation qui soit orientée vers les projets et le marché et qui favorise l'employabilité. Pour nous, c'est une mission essentielle. Nous ne voulons pas former des chômeurs, nous voulons former des jeunes qui trouvent du travail. Donc, on est obligé aussi de ce côté-là, pour pouvoir appliquer ceci, d'avoir des contacts étroits avec le tissu économique, de façon à faire que les formations que nous offrons soient vraiment en prise directe avec le marché du travail. Nous voulons avoir des relations personnalisées avec nos clients. Nous voulons que la HESSO Valais soit un lieu privilégié de formation, de recherche et d'échanges interdisciplinaires. Nous avons la chance d'être une petite école, d'avoir une certaine flexibilité, une certaine souplesse, donc nous pouvons être rapides et nous pouvons mettre ensemble des ingénieurs, des économistes, des gens du travail social pour travailler sur des projets. Donc notre objectif, c'est de bénéficier et d'utiliser justement cette capacité qu'ont les gens chez nous à se connaître, à être rapides, pour pouvoir amener une plus-value dans la résolution de problèmes. Nous voulons être actifs et reconnus au niveau local, national et international. Alors au niveau local, évidemment, parce que comme les mélèzes, on veut avoir des racines qui sont dans le sol pour nous permettre de pousser, mais au niveau national et international, parce que nous sommes par exemple porteurs d'un certain nombre de projets européens. Si vous avez lu la presse récemment, vous avez vu que des gens de l'informatique de gestion étaient à Vilnius, dans une conférence internationale où il y avait près de 5000 participants et qu'ils ont obtenu le prix de la meilleure présentation qui a été effectuée dans cette conférence européenne. Et enfin, nous voulons être innovants dans l'enseignement et la recherche. Nous avons des complémentarités avec les PFL, Marc-André l'a évoqué. Les missions, vous avez vu, nous formons
des ingénieurs, des scientifiques. Les PFL forment des ingénieurs et des scientifiques. Nous menons de la recherche fondamentale et appliquée du côté de l'EPFL, plutôt appliquée et des prestations de développement de notre côté. Et puis nous avons pour vocation de transférer les connaissances afin de créer des emplois à valeur ajoutée. Je rajoute à cette complémentarité une autre qui est pour nous particulièrement intéressante parce qu'elle découle d'une base légale dont on n'imaginerait pas a priori qu'elle nous concerne, c'est la loi sur la politique économique cantonale. La loi sur la politique économique cantonale demande aux cantons en général d'améliorer les conditions cadres du développement économique, notamment la formation et l'accès des entreprises aux prestations de transfert technologique et d'appui à l'innovation. Et quand vous voyez là-dedans les mots formation, transfert technologique, innovation, c'est très clairement pour nous quelque chose qui nous parle. Concrètement, au niveau du développement de nos stratégies, là vous allez comprendre pourquoi on collabore avec les PFL dans certains domaines. Nous avons dû définir au niveau de la Suisse occidentale des stratégies, ce qui est ici dans ces flèches verticales. Pour les ingénieurs, pour les économistes, pour le domaine de la santé, pour le domaine du travail social. Ça, c'est la convention intercantonale qui nous impose de le faire comme ça. Donc on l'a fait avec les Genevois, avec les Vaudois, avec les Fribourgeois, avec les Neuchâtelois, avec les Jurassiens bernois, puisqu'il le reste. On a dû développer cette stratégie commune pour un certain nombre d'années. Et puis de l'autre côté, nous avons identifié des stratégies ou des politiques cantonales qui pour nous sont relevantes parce que nous avons aussi cette vocation d'établissement cantonal. Le canton du Valais, on le remercie, est notre principal sponsor. Donc il faut quand même qu'on ramène quelque chose aussi en faveur de la collectivité valaisanne. Et là, nous avons identifié 3 stratégies spécifiques au niveau du Valais: l'énergie, la santé et le tourisme, sur lesquels nous voulons axer nos activités. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est au moment où on arrive à avoir des projets qui sont à la croisée de la stratégie au niveau suisse occidental et des politiques cantonales prioritaires. Parce que là, on arrive à répondre à 2 missions en même temps. Donc, ce sont les priorités qu'on veut fixer là-dessus. Et ce qui est intéressant, dans ces priorités, vous les avez vues avant sur le contenu concret évoqué par Marc-André, c'est que 2 d'entre elles, l'énergie et la santé, sont justement celles sur lesquelles nous allons collaborer avec les PFL. Donc il y a une cohérence entre ce que nous, on a développé comme stratégie interne à l'école et celle qu'on va développer dans la collaboration avec les PFL. Et en plus, ça correspond sur un certain nombre de points avec des priorités que nous devons fixer au niveau de la Suisse occidentale. Donc on essaie vraiment d'aligner les différentes politiques parce qu'on est petit, on a peu de moyens, donc on ne peut pas se disperser, donc on essaye d'aligner ces éléments-là. On va venir maintenant sur la chaîne de valeur ajoutée. Vous retrouvez le schéma qu'a explicité Marc-André avant, de la recherche fondamentale à la valorisation économique avec tous les acteurs. Alors ça, c'est la version théorique, mais concrètement, comment ça se passe dans la pratique. Un exemple ici, une PME, Studer Innotech. Studer Innotech travaille très clairement dans le domaine de l'énergie et aujourd'hui, avec la montée en puissance des nouvelles énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, eh bien, il faut constater que c'est ce qu'on appelle des énergies stochastiques, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas en continu. Le solaire, c'est produit quand il y a du soleil, les éoliennes, ça tourne quand il y a du vent, et puis entre deux, il n'y a rien. Et puis, avec cet élément-là, on a derrière une problématique de stockage que Marc-André a également évoqué avant sur le grand schéma d'Energipolis. Et ce stockage, il est essentiel pour pouvoir assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique. Notre institut de la HES, Institut des systèmes industriels, travaille depuis de nombreuses années justement sur le rendement des batteries et des chargeurs qui sont connectés à ces panneaux photovoltaïques. De l'autre côté, on a ici à Sion Studer Innotech. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent cette entreprise, mais Studer Innotech, c'est un des leaders mondiaux dans son domaine. Je n'ai pas dit nationaux, je n'ai pas dit européens, un des leaders mondiaux dans son domaine. Le domaine, c'est le marché des onduleurs solaires en îlot. On ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, mais Studer Innotech avait besoin de pouvoir évoluer dans son marché
et puis d'amener sur le marché justement une nouvelle génération de chargeurs pour les batteries qui sont connectées à des panneaux solaires. Et la fondation d'IARC, qu'on a vu avant dans la chaîne de valeur ajoutée, a fait son travail de transmission en mettant en lien Studer Innotech et l'Institut des systèmes industriels de la HES. L'Institut des systèmes industriels de la HES, il a pu travailler sur ce genre de choses parce qu'en amont, du côté de l'EPFZ, du côté de l'EPFL, il y a des gens qui ont travaillé sur des principes plus fondamentaux, qui ont permis derrière à des chercheurs qui sont plus orientés vers la pratique de chercher des solutions. Mais parce qu'en amont, il y a des choses qui ont été trouvées. Et puis, le résultat de tout ça, on ne va pas lire tout le texte, mais on va regarder juste ici. Par ce biais-là, on a réussi, dans l'Institut des systèmes industriels, à développer un nouveau chargeur qui a un rendement supérieur à 97%. Les chargeurs qu'on avait avant avaient un rendement de l'ordre de 93% maximum. Alors gagner 4% quand on est déjà à 93%, c'est énorme. Et puis c'était fondamental parce qu'à 93%, ça ne permettait pas la commercialisation. Et le passage à 97%, il fait que d'un seul coup, on peut commercialiser parce qu'il y a une rentabilité derrière. Donc c'était un pas essentiel. En image, ça donne ceci. Ça, c'est la première chose qui a été faite à l'Institut. Ça fonctionne, mais c'est pas terrible. Hein. Pour aller sur le marché, ça va pas très bien. Quand on a travaillé avec l'entreprise, on a réussi à développer sur cette petite plaque-là. Et aujourd'hui, ce que vous avez ici, c'est devenu ça. Et tout notre travail avec la fondation d'IARC, avec Studer Innotech, il a consisté à réussir à passer de ce qu'on a ici à gauche à ce qu'on a ici à droite, qui est quelque chose d'industrialisé. Le résultat, c'est quoi? C'est que les premiers chargeurs sont disponibles fin 2013, ils seront sur le marché en janvier 2014, donc ça veut dire maintenant. Ça veut dire qu'on utilise 4 fois moins de cuivre. Vous connaissez à l'heure actuelle le prix du cuivre. Vous savez qu'en France, il y a des gens qui vont démonter les réverbères pour voler le cuivre à l'intérieur. Donc, 4 fois moins de cuivre. Les câbles sont 10 fois moins épais. Vous imaginez ce que ça représente en termes de poids. Je vous rappelle quand même qu'en règle générale, les panneaux solaires sont plutôt sur les toits. Donc, ça a aussi des conséquences sur la structure. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, on a réduit le temps de pause d'environ 50%. Et ici, on parle du temps de pause pour des gens qui vont travailler sur les toits, pour des installateurs électriciens, pour des ferblantiers appareilleurs, pour des sanitaires ou ce genre de choses qui vont travailler avec ces panneaux solaires. Donc on travaille également ici, très clairement, pour le tissu économique purement traditionnel qui gagne de la productivité. L'efficience énergétique est en hausse, donc ce projet, pour nous, extrêmement intéressant, parce qu'il a permis de développer de nouvelles perspectives pour Studer Innotech, et puis comme je viens de l'évoquer, également pour le tissu économique traditionnel. Et ça, c'est vraiment concrètement ce qu'on essaie de faire tout au long de cette chaîne de valeur ajoutée. Un deuxième exemple, qui ici est plus théorique en l'occurrence, mais qui permet de voir quand même qu'on travaille avec des entreprises existantes. On parle ici de principes actifs et de chaîne de valeur pour les médicaments. Alors, on retrouve les acteurs de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée que sont l'EPF et la HES. Puis après, dans les différentes phases précliniques, phase 1, phase 2, phase 3, avant de mettre un médicament sur le marché ou les principes actifs sur le marché, bien on voit ici une société Inflamalps qui est active aujourd'hui au PhytoArc à Comté. On voit Excelgen, qui est une spin-off de l'EPFL, qui a été implantée au BioArc à Monteil il y a 8 ans, qui avait à l'époque 2 collaborateurs, qui en a 35 aujourd'hui. On voit ici des plateformes de pré-industrialisation. Celles-ci, elles sont extrêmement intéressantes parce que c'est BioArc à Monteil et BioArc à Viège. Je dis extrêmement intéressantes parce qu'elles sont justement dans les décisions que le Grand Conseil a prises au mois de septembre, des décisions d'investissement, donc dans le projet global, mais derrière aussi les décisions des crédits pour la construction. Et BioArc 2 à Monteil est en construction aujourd'hui. La première pierre a été posée dans le courant du mois de novembre. Revient à ce niveau-là ce que disait Marc-André au départ, signature de la convention 19 décembre 2012.
Il y a des chantiers qui sont en cours physiquement. C'est un rythme de fou. Bioarc Viège, la commune de Viège a décidé la semaine dernière, à l'unanimité, lors de l'assemblée primaire, sa participation financière au projet. Et ici aussi, on a une société, Pixon, qui est à Viège, qui est déjà active là-dessus et qui viendra s'installer dans le bioarc. Puis après, quand on continue dans les phases en direction du marché, on retrouve des bio, on retrouve Lonza, qui est au demeurant le premier employeur du Haut-Valais, avec plus de 2500 emplois. Donc très concrètement ici aussi, on voit qu'on s'inscrit avec les travaux qu'on fait en amont sur des projets communs entre l'EPF et la HES dans une chaîne de valeur qui touche le tissu économique valaisan existant. Et ça, c'est ce que nous, on peut amener comme retour sur investissement à ces 380 millions que la collectivité va mettre à notre disposition pour les infrastructures et puis derrière pour les frais de fonctionnement qu'il y aura pendant ces au minimum 40 ans. Pour terminer, quels sont les avantages pour les partenaires? Alors ici, on peut les publier sans aucun problème parce que ce sont les avantages qui ont été listés soit par les PFL, soit par le canton au moment de la signature de la convention et qui ont déjà été communiqués. Vous pouvez les lire, je vous en ai mis 2 en rouge. Alors ici, on est dans les avantages qui sont identifiés par et pour les PFL. Collaboration pilote et innovatrice avec une HES. C'est la première fois qu'on va collaborer aussi profondément que ça entre EPF et HES. Et de l'autre côté, le rapprochement des besoins des PME suisses en collaboration avec la HESSO Valais, qui a un caractère pilote et novateur. Je vous ai montré avant comment nous, on travaillait avec le tissu économique local. Eh bien, nous pouvons ouvrir cette porte-là à l'EPFL parce que les PME, elles ont un peu de peine à s'attaquer, entre guillemets, à la grande machine qu'est les PFL. De l'autre côté, les PFL a des contacts avec des grands groupes internationaux avec lesquels une école comme la nôtre ne pourrait jamais avoir affaire. Et ça, c'est une porte qui, pour nous, va s'ouvrir directement ou indirectement. De l'autre côté, les avantages pour le Valais, notamment le renforcement des pôles énergie, chimie, santé, qui sont des domaines clés générateurs d'emplois, sur lesquels on mise depuis des années. Et puis pour nous, ce qui est essentiel à HESSO Valais, c'est le renforcement des filières de formation et de recherche en Valais, en particulier le renforcement du positionnement de la formation des ingénieurs. On a aujourd'hui 305 ingénieurs en formation à la Haute École d'ingénierie, c'est la limite inférieure. Et il faut qu'on puisse monter pour garantir la pérennité de cette formation dans le futur. Notre objectif est, avec cette collaboration et les perspectives qu'elle ouvre, de pouvoir monter à 450 étudiants quand on sera à plein régime. Donc ça fait quand même une augmentation de 50% du nombre d'étudiants, c'est pas rien. L'ouverture de la nouvelle filière énergie et technique environnementale doit également contribuer à cet objectif-là. Voilà. Nous sommes à disposition avec Marc-André si vous avez d'éventuelles questions. Merci. Alors on cède la parole à la communication de l'EPFL. Communication en Suisse qui soit alimentée par un PC. Ça a l'air de bien se passer. Voilà, merci. Alors je ne sais pas si j'ai grand-chose à vous apprendre, parce que vous êtes tous des grands communicateurs. Donc, moi-même, je ne suis pas un communicateur de naissance. J'ai fait des études dans cette petite école. Donc, je suis un ingénieur civil, j'ai fait des ponts. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je crois que mieux se recycler dans des trucs plus visuels et plus créatifs. Donc j'ai choisi de bouger, et puis en ayant un petit peu changé
d'environnement, j'ai fait des films, j'ai travaillé dans multiples endroits et ça fait 20 ans que je travaille dans la communication, mais universitaire. Alors, j'ai travaillé avant à l'Université de Lausanne et puis il y a quelques années, Bicher est venu me voir et puis comme il sait le faire, c'est un homme très charismatique, mais il sait très bien ce qu'il veut aussi. Donc quand il a envie de quelqu'un, il sait très bien vous attraper. Et voilà, donc ça fait 7 ans que je travaille dans cette belle école. Alors je ne sais pas, je vais essayer de passer en revue des choses qui peut-être pour vous sont tout à fait évidentes, mais qui font partie de notre univers à nous. Alors d'abord le PFL, qu'est-ce que c'est? Je passerai en revue surtout les